Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Éclosion par Hygiène de Vie. Le podcast qui t'invite à te replonger dans ta nature féminine, à mieux comprendre ton corps sacré et à t'y reconnecter. Je suis Alexandra, naturopathe spécialisée en santé féminine. Après de longues années endormie, distante de ma nature profonde et privée de mon cycle, j'ai enfin laissé éclore la fleur en moi. Avec ce podcast, je te donne des outils simples, réalistes et accessibles, des conseils et astuces pour reprendre ta santé en main afin de retrouver vitalité et mieux-être. Vagin, utérus, contraception, mais aussi pathologie du cycle féminin et ragnagna sont mes dadas. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour un moment en toute simplicité, frais et 100% naturel. Si ce podcast te plaît, aide-moi à le faire connaître auprès d'autres femmes qui en auraient besoin en me laissant une note 5 étoiles sur Apple Podcast et en le diffusant sur les réseaux sociaux. Arrêtons de nous mettre dans une case, apprenons plutôt comment nous fonctionnons et éveillons-nous à l'écoute de nos besoins pour retrouver notre juste équilibre. Es-tu prête à éclore ? Mets-toi à ton aise, installe-toi confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Belle écoute! Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau hors-série spécial microbiote intestinal. Un hors-série de 5 épisodes au cours desquels j'ai eu le plaisir d'échanger avec Emmanuelle, experte du microbiote intestinal chez Naïbou. Mais qu'est-ce que Naïbou ? Naïbou est une société rennaise spécialisée dans l'analyse et la compréhension de notre intestin. Grâce à Naïbou, tu peux tester en toute autonomie la santé de ton microbiote intestinal, la composition de ta flore et identifier une éventuelle dysbiose intestinale. Ce test permet de valider ou d'invalider certaines pistes et rend les conseils prodigués par les médecins et praticiens, comme des naturopathes, encore plus précis et plus adaptés à ta personne. Et si tu es fidèle du podcast depuis quelque temps, tu sais d'ores et déjà l'impact de la santé de nos intestins sur notre santé en général. Et si le microbiote te semble encore un peu complexe, eh bien tu es à la bonne place. Pour ce 3e épisode, je te propose que l'on aborde la notion de poids sous un nouvel angle. J'avais déjà dédié un épisode à ce sujet au cours duquel je t'expliquais l'impact qu'ont nos intestins sur notre poids. Il s'agit de l'épisode numéro 48 si tu souhaites aller l'écouter. Aujourd'hui, on remet le couvert en allant un peu plus loin car je suis accompagnée d'Emmanuelle, comme je l'ai dit, experte en microbiote intestinal. C'est parti ? Allez, je te laisse rejoindre ma conversation avec Emmanuelle. Belle écoute ! Bonjour Emmanuelle, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Et toi Alexandra ? Très bien. Alors c'est la 3e fois que l'on se retrouve à partager le micro ensemble pour parler microbiote intestinal. Après avoir présenté ce qu'est le microbiote et qu'est-ce qui impacte son équilibre ou déséquilibre, et comment grâce à notre alimentation et habitudes alimentaires nous pouvons faire en sorte de garantir sa bonne qualité, sa bonne santé et son intégrité. D'ailleurs, ce sont les épisodes précédents pour les personnes qui ne les ont pas encore écoutés. Je te propose que l'on parle de la relation qui existe entre notre poids et notre microbiote. Alors, je te propose que l'on évoque plusieurs sujets, à savoir le surpoids et l'obésité, mais aussi la perte de poids ou peut-être même la difficulté à prendre du poids. Donc c'est quelque chose que l'on aborde moins souvent, mais qui peut toucher quand même pas mal de personnes. Mais aussi comment faire pour maintenir un poids dit de forme ou de santé. Et enfin, un sujet très intéressant, je trouve, et très important, à savoir l'influence des différents régimes restrictifs sur la santé de notre microbiote. Un gros sommaire, un gros programme. Ça va, tu es prête ? Ouais, je suis prête. Parfait. Alors si on démarre par le surpoids et l'obésité, en vérité, les raisons qui nous font grossir peuvent être assez complexes, on n'est pas forcément toujours lié à ce que l'on met dans notre assiette, même si c'est la première chose à laquelle on pense. Je sais qu'il y a des études scientifiques qui ont prouvé qu'il y avait plusieurs facteurs et des dérèglements hormonaux notamment, ou des terrains encore inflammatoires qui pourraient intervenir dans cette prise de poids ou difficulté à perdre du poids.
Concernant nos intestins, as-tu connaissance d'études qui mettraient en relation le surpoids avec l'état ou la nature du microbiote intestinal ? Alors, il y a beaucoup d'études qui ont montré que dans les cas d'obésité, il y a une dysbiose du microbiote intestinal. Donc, on en a parlé au premier épisode. Une dysbiose, c'est un déséquilibre dans la composition du microbiote intestinal. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que la dysbiose est la cause du surpoids, même si sur des études sur des souris, quand on transférait le microbiote d'une souris obèse à une souris qui n'était pas obèse, elle prenait du poids. Donc il y a quand même un espèce de cercle vicieux qui se met en place. Mais en tout cas, il y a une dysbiose qui est associée à l'obésité. Donc c'est-à-dire que les types de bactéries qu'on a au sein de notre intestin changent. Donc on a une hausse d'un type de bactéries, d'un phylum qui s'appelle les Firmicutes, et une baisse de certaines autres bactéries qui s'appellent les Bacteroidetes. Et donc ça, c'est observé chez les personnes obèses. Il y a également une bactérie qui est bien connue, qui s'appelle Akkermansia mucinifila, et qui est plus présente chez les personnes minces. Alors ça ne veut pas dire que si on l'a, on est nécessairement mince, puisqu'il y a des personnes en surpoids qui possèdent cette bactérie, mais en tout cas, elle est plutôt associée à des personnes qui sont minces. Donc là, tu viens de nous évoquer pas mal de termes très sympathiques. Comment on attrape ces bactéries ? Question très naïve, hein, mais ok, si c'est lié à l'obésité et qu'on ne souhaite pas être obèse parce que ça peut être lié à des risques de santé, comment faire finalement pour ne pas les avoir ? Alors en fait, ce n'est pas si simple, puisque en fait, par exemple, quand il y a un remodelage de la flore intestinale par l'obésité, ça peut être justement tous les processus physiologiques de l'obésité, notamment l'inflammation, qui peut remodeler le microbiote intestinal. Donc c'est pas nécessairement attraper des bactéries ou s'en débarrasser qui va jouer, puisque c'est, je pense, vraiment un cercle, un processus de cercle qui accélère le fait que voilà, il y a une obésité, une dysbiose, etc. Quant à la bactérie qui est plutôt associée aux personnes minces, il y a des choses pour essayer de favoriser sa présence. Par exemple, ne pas manger en trop grande quantité, ne pas consommer trop d'alcool, consommer beaucoup de fibres alimentaires, beaucoup d'antioxydants. Ça peut aider à ce que cette bactérie nous colonise. Mais il n'y a pas de solution miracle encore pour nécessairement avoir cette bactérie ou à l'inverse, ne plus avoir cette bactérie. Donc déjà, ce sont des conseils que tu as un peu plus approfondis dans l'épisode précédent, justement le hors-série numéro 2, si ça vous intéresse. Donc si je comprends bien, notamment pour les bactéries en lien avec l'obésité, c'est pas tant s'occuper de comment faire pour ne plus l'avoir, en tout cas comment faire pour l'éradiquer, mais plutôt comment faire pour ne pas entretenir un terrain qui lui permette de se développer, à savoir potentiellement un terrain dit inflammatoire. Oui, c'est un peu comme ça qu'il faut procéder. C'est vraiment traiter la chose de manière globale en fait. C'est vraiment traiter un individu dans sa globalité, dans tout ce qui se passe, et pas isoler une seule chose. Ouais. Donc moi j'aime beaucoup les images, les métaphores. En gros, face à votre potager, le but ce n'est pas d'enlever la mauvaise herbe, mais c'est de vous poser la question pourquoi cette mauvaise herbe elle est en train de pousser maintenant dans mon potager. Et peut-être que c'est parce qu'il y a un manque d'une certaine substance qui fait que cette mauvaise herbe pousse et prend le dessus sur d'autres belles plantes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc là derrière il y a pas mal de pistes en termes d'alimentation anti-inflammatoire. Je vous laisse aller creuser, je vous mettrai des références dans la description de l'épisode. J'y ai fait un article, je pense même y avoir fait un épisode de podcast, mais si c'est pas le cas je pourrais en faire un si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Alors à contrario maintenant, si on s'intéresse plutôt à la difficulté à prendre du poids. Donc je parle pas de la difficulté à perdre du poids, mais bien à prendre du poids. C'est vraiment quelque chose qui est vécu chez certaines personnes, chez certaines femmes notamment, aussi certains hommes d'ailleurs. Même si on en parle peu, car notre société est plutôt focalisée sur la perte de poids, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient prendre du poids et qui n'y arrivent pas. Moi j'ai aussi le cas chez certaines de mes clientes. Est-ce qu'il existe un lien explicable entre notre flore intestinale et cette difficulté à prendre du poids pour tenter de retrouver justement un poids dit de forme et de santé ? Alors il n'y a pas nécessairement un lien direct parce qu'encore une fois c'est pas si simple. Donc il y a cette fameuse bactérie Akkermansia mucinifila qui permettrait de gérer le poids mais donc d'être moins en surpoids, on va dire. Donc peut-être que sa présence limite la prise de poids chez certaines personnes, mais ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est en général pas la présence d'une seule bactérie qui va causer de toute façon ces choses-là.
elle aurait peut-être un rôle à jouer dans la difficulté à prendre du poids. Ça, c'est une hypothèse. Ensuite, le microbiote, il permet de retirer des calories de notre alimentation. Donc peut-être qu'un microbiote qui retire pas assez d'énergie de notre alimentation participe moins bien à la prise de poids. On parlait de porosité intestinale au premier épisode, je crois. On en revient là aussi, il faut être capable d'assimiler la nourriture, d'assimiler les calories, les nutriments qui sont apportés par l'alimentation. Donc il y a certaines pathologies où c'est beaucoup plus compliqué, notamment tout ce qui est maladie inflammatoire chronique de l'intestin, où on a souvent des malabsorptions. Au niveau du microbiote, c'est vrai que c'est difficile de déterminer une cause, mais il y a beaucoup d'autres choses qui jouent, notamment des blocages peut-être psychologiques qui peuvent être vus, je suppose, en phytothérapie, des choses comme ça, et également en hypnothérapie. En fait, des blocages mentaux où on se voit un peu comme les personnes qui ont des difficultés à perdre du poids, qui ont leur image où ils se voient trop minces, et qui veulent prendre du poids, mais ils sont attachés à cette image, et du coup, ils n'arrivent pas à lâcher prise pour prendre du plaisir à manger et prendre du poids. La nourriture, ça devient fonctionnel, c'est-à-dire je mange pour grossir, et en fait, rien ne se passe parce que on a cette image de la personne qui est mince, de nous, en fait, de nous-mêmes, qui est trop maigre, et du coup, on mange, et ça ne sert à rien. Donc, je suis convaincue qu'il y a aussi beaucoup de blocages psychologiques, plus ou moins conscients, qui jouent sur la prise de poids et la perte de poids. Un peu comme pour les personnes qui, au contraire, voudraient perdre du poids et qui n'y arrivent pas parce qu'elles voient leur alimentation, encore une fois, comme une contrainte. Et il n'y a pas cette source de plaisir. À contrario, les personnes qui voudraient et qui seraient focalisées sur cet objectif de prendre du poids, auraient cette même relation avec l'alimentation, à savoir plutôt contraignante, parce qu'elles voient ça comme uniquement fonctionnel. Et cette notion de plaisir peut-être être amoindrie. Et comme tu le disais dans le précédent épisode, c'est un objectif pour toi, une volonté de réaliser cette étude entre le plaisir de l'alimentation et son influence sur la santé de notre microbiote. Mais si il s'avère que cette hypothèse est validée, à savoir une alimentation plaisante qui nous procure sincèrement du plaisir et une qualité microbienne, du microbiote intestinal, ça pourrait expliquer effectivement que l'assimilation derrière de notre alimentation, notre bol alimentaire serait améliorée et optimisée. Ouais. Et je suis personnellement convaincue que si on ne prend pas de plaisir à manger, si on voit ça d'un point de vue juste comptage de calories dans les deux sens, prendre du poids ou perdre du poids, déjà on s'enlève le plaisir de manger, et puis on n'arrive pas à trouver en fait un équilibre, le bonheur de manger, et du coup un équilibre. On va toujours être insatisfait en fait à la recherche de quelque chose qu'on n'atteint pas forcément, et ça peut être compliqué. Ouais. Mmh. Alors on retrouve aussi cette notion de blocage un peu émotionnel, notamment dans le cycle menstruel, où certaines femmes, certaines personnes, elles ont beau avoir tous les critères physiologiques pour que tout se passe bien, mais potentiellement elles sont ce qu'on appelle en aménorrhée secondaire depuis plusieurs mois, plusieurs années, et parce qu'elles sont focalisées à retrouver leur menstruation, leur cycle, elles ne le retrouvent pas puisqu'il n'y a pas ce lâcher prise au niveau du cerveau. Pourtant, de manière très factuelle, tous les facteurs sont au vert, tous les feux sont au vert, et pourtant rien ne se passe. Et c'est le jour où il y a ce déblocage, ce lâcher prise, que un peu par magie, mais ce n'est pas de la magie au final, mais ça revient. Donc ça peut être aussi effectivement peut-être un facteur important, pas forcément unique, mais un facteur effectivement important dans cette volonté de perdre ou de prendre du poids. Alors maintenant, j'aimerais que l'on parle un petit peu de régime alimentaire. Je dis souvent que les restrictions ou les évictions alimentaires, notamment non maîtrisées et non nécessaires, ne sont pas bonnes pour notre santé. Par exemple, un régime sans gluten ou sans lactose pour une personne qui n'en a pas forcément nécessaire. Alors oui, un excès de gluten, un excès de lactose, c'est pas forcément très bon, ça va être pro-inflammatoire, et on sait jusqu'à maintenant que l'inflammation n'est pas très très bonne pour notre microbiote. Néanmoins, de là à faire une éviction de ces produits-là, ça peut amener à d'autres effets néfastes, sauf pour les personnes qui en sont complètement intolérantes, bien entendu. Je parle aussi des régimes, par exemple, cétogènes, ou à l'inverse, des régimes sans gras, avec que des glucides, bref, des régimes restrictifs ou à restriction calorique.
Est-ce que tu as en tête des études qui auraient démontré l'impact de certaines évictions alimentaires sur la santé intestinale et des régimes restrictifs? Par exemple, celui qui me vient en tête, c'est le régime Dukan qui a pas mal fait parler de lui aussi, ayant pour but de faire perdre du poids rapidement. Est-ce que ce type de régime aurait un impact néfaste ou peut-être bénéfique sur la flore intestinale? Alors en fait, comme ce qu'on mange, ça influence la composition du microbiote, forcément les régimes, en fait tout régime, toute alimentation va avoir un impact sur le microbiote. Donc par exemple, il y a des régimes qui vont appauvrir le microbiote, notamment le régime sans FODMAP, qui est recommandé dans le traitement du syndrome du côlon irritable. Donc c'est un régime qui n'a pas visé à durer sur des années, c'est quelques semaines d'une éviction totale ou quasi totale des FODMAP pour les réintroduire petit à petit pour voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Et en fait, les régimes sans FODMAP réduisent la diversité bactérienne. Donc ça, c'est des études qui ont prouvé ça. Après, c'est très difficile de faire des études sur les régimes parce qu'en fait, il faut des cohortes assez grandes pour pouvoir vraiment prouver des choses. Mais en tout cas, il y a des pistes qui indiqueraient que le régime sans FODMAP n'aurait pas forcément un effet bénéfique sur le microbiote. Il y a également des régimes restrictifs de type sans gluten, dont tu parlais tout à l'heure, sans gluten strict, etc., pour des gens qui n'en ont pas nécessairement besoin. Encore une fois, on le souligne, quand on a des personnes qui sont allergiques au gluten, qui ont la maladie cœliaque, bien sûr, il faut ne plus manger de gluten. Mais pour des personnes qui le font par confort ou parce qu'elles ont envie de tester, ça peut réduire la quantité de bactéries qui, justement, produisent des composés anti-inflammatoires comme le butyrate. Donc ça réduit la quantité de bactéries qui permettent de produire les acides gras à chaîne courte, donc ça peut avoir des effets assez négatifs sur le microbiote et sur notre organisme. À l'inverse, il y a des régimes qui sembleraient être assez positifs sur le microbiote, notamment le régime méditerranéen. Donc ça, c'est un régime typique anti-inflammatoire, donc avec beaucoup d'oméga 3, beaucoup de fibres végétales, beaucoup de céréales complètes, très peu de produits raffinés, très peu de produits sucrés, très peu de produits carnés, en tout cas très peu de viande rouge, et puis des produits laitiers en quantité modérée et surtout des produits laitiers fermentés, donc plutôt fromage, voire yaourt. Donc ça aurait un effet bénéfique sur le microbiote, en tout cas pour l'instant beaucoup d'études soutiennent cette hypothèse. Ça permettrait d'enrichir le microbiote en bonnes bactéries et puis d'avoir un microbiote équilibré. Donc ça rejoint un peu la thématique de l'inflammation et du microbiote. Il y a aussi une étude qui est sortie il y a pas longtemps qui montre qu'un régime pauvre en calories et un régime plutôt cétogène, du coup, diminuerait la présence de protéobactéries. Et ces bactéries sont des bactéries qui sont plutôt pro-inflammatoires. Donc ça pourrait avoir un effet pro-inflammatoire. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. C'est une étude qui a montré ça. Donc il faut vraiment beaucoup plus de preuves scientifiques pour pouvoir se dire c'est le régime qui est bon pour le microbiote. Mais en tout cas, au niveau de l'inflammation, sur certaines personnes, ça semblerait être positif en réduisant la présence de protéobactéries. D'accord. En tout cas, je pense que tu as mis le doigt sur deux notions. La première, c'est cette notion de protocolaire, de durée déterminée de certaines évictions alimentaires. Tu prenais par exemple l'exemple du régime sans FODMAP, on entend de plus en plus parler, comme on a entendu parler du sans gluten et du sans lactose. Moi, je rencontre des personnes, des clientes qui viennent me voir et qui arrivent déjà avec la solution, moi, c'est un régime sans FODMAP qu'il me faut. Bon, la première chose que je dis, c'est, pourquoi vous venez me voir au final si vous avez la solution? Vous auriez pu, préserver votre argent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre mettre en application quelque chose, que ce soit une cure de compléments ou un régime alimentaire sur une durée déterminée, ce qu'on appelle un protocole, qui peut aussi évoluer, et puis prendre ces habitudes-là comme des habitudes de longue durée, et qui derrière pourraient avoir des effets néfastes sur le long terme, bénéfiques sur le court terme, et néfastes sur le long terme. Donc le sans FODMAP, il faut faire attention quand vous lisez, par exemple, vous allez peut-être trouver un article qui dit que le sans FODMAP, ça a énormément d'effets bénéfiques. Oui, chez certaines personnes, notamment, qui sont intolérantes à ces aliments-là, mais aussi à courte durée, pas forcément à longue durée, sur le long terme. Ouais, c'est un régime qui est très restrictif et qui va surtout supprimer beaucoup de fruits et de légumes qui sont intéressants pour notre corps et pour notre flore intestinale. Donc, et c'est un régime qui est assez énergivore parce qu'il faut vraiment vérifier est-ce que ça contient beaucoup de FODMAP ou pas. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie
c'est difficile de se lancer dans ce régime et c'est pas recommandé de garder un régime sans FODMAP sur plusieurs mois. Pour autant, si vous allez voir un naturopathe ou un gastro-entérologue à l'instant T parce que vous avez un souci et qu'il vous préconise de réaliser un régime sans FODMAP, il faut le faire s'il vous le conseille, mais gardez à l'esprit que ce sera pas sur du long terme. En tout cas, a priori, ça ne devrait pas être sur du long terme. Voilà. Et la deuxième chose que j'aimerais préciser et que tu as mentionné de manière un petit peu indirecte, c'est qu'il y a une différence entre limiter certains aliments et éradiquer certains aliments. On en parlait lors du précédent épisode sur l'alimentation. Il y a des aliments qui vont être bénéfiques à une certaine dose, encore une fois, et puis néfastes à haute dose en fait. Donc c'est là où il faut faire attention entre limiter et éradiquer. Le risque d'éradiquer, c'est de se priver de certains effets bénéfiques de ces aliments-là. Et l'avantage de limiter, c'est que par conséquence, vous allez pouvoir varier plus facilement votre alimentation. En limitant les pâtes qui sont riches en gluten, eh bien c'est pas forcément de les éradiquer, mais c'est juste que vous allez laisser l'opportunité à d'autres repas d'intégrer d'autres types de céréales qui sont peut-être sans gluten, tels que le riz, ou peut-être avec moins de gluten, des céréales anciennes qui vont aussi avoir d'autres effets bénéfiques sur votre santé. Et donc voilà, il y a une différence entre manger des pâtes matin, midi et soir et ne plus manger de pâtes parce qu'on se dit sans gluten. Il y a vraiment un grand gap entre ces deux étapes-là. Et également, quand on bannit des aliments, ça crée des frustrations. Donc en fait, on a des gens qui vont bannir certains aliments sur une période de temps et en fait, quand ils en remangent, au contraire, ils se lâchent. Donc autant contrôler ou en tout cas modérer la quantité de certains aliments au lieu de bannir et de se frustrer de choses qui nous apportent du plaisir en fait. Alors pour finir, j'aimerais que l'on parle objectif de santé et se sentir bien dans son corps. Est-ce que tu aurais des conseils à partager permettant de maintenir un poids dit de santé dans lequel on se sent bien, on se sent en pleine vitalité et qui serait justement en lien avec notre microbiote intestinal ? Et ben alors les fibres alimentaires, encore une fois, sont vraiment quelque chose de bénéfique parce que elles sont très bonnes pour notre organisme, elles sont très bonnes pour notre microbiote et également elles permettent de gérer tout ce qui est rassasiement, satiété. Donc en fait, il faut manger à chaque repas des fibres alimentaires qui permettent de faire qu'on n'ait plus faim à la fin du repas, régule également le sommeil. Enfin, c'est vraiment un pilier de l'alimentation qu'il faut vraiment privilégier. Donc tout ce qui est fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, ça c'est vraiment intéressant pour apporter des fibres alimentaires. Il faut aussi, quand on change ses habitudes alimentaires, le faire graduellement. C'est-à-dire ne pas passer d'un jour à un régime très riche en viande et très faible en fibres à manger pratiquement que des fibres végétales du jour au lendemain. Parce que là, vous allez en fait détériorer votre intestin parce que votre microbiote, il n'est pas du tout adapté à cette alimentation-là. Donc il faut lui laisser le temps de s'adapter, d'avoir les bactéries qui vont vous permettre de dégrader certaines choses. Donc ça se fait graduellement. Faut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Et ça, on voit des personnes qui le font et du coup qui souffrent de troubles digestifs qui mettent beaucoup de temps à se résorber. Donc ça, faut faire attention, faut y aller doucement, faut pas se brusquer. Je suis convaincue que pour gérer son poids, il faut, on en parlait déjà, de manger en pleine conscience, regarder ce qu'on mange, se délecter de ce qu'on mange. Ça permet vraiment de conscientiser et du coup de ralentir la prochaine prise alimentaire et puis de se satisfaire en fait de ce qu'on a. Pas nécessairement en quantité, mais en qualité. Et il faut savoir que on dit souvent que le processus digestif débute via la mastication, et moi je dis même qu'elle débute via les yeux. C'est-à-dire que le fait même les odeurs, le nez, les yeux, ça nous fait saliver en fait, le fait de voir les plats, de sentir les odeurs, ça nous fait saliver et on salive plus, et dans la salive il y a des enzymes digestives qui vont permettre derrière d'amorcer le processus digestif. Tout à fait. Et même plus loin, quand on fait des exercices de visualisation justement, imaginez vous êtes sur le marché, à la rôtisserie, vous sentez, si vous êtes amateur de poulet, ou ça peut être une ratatouille, des choses comme ça. De le visualiser simplement, on a l'eau à la bouche en fait, on a, comme tu disais, la salive qui vient, et du coup ça enclenche déjà toutes les enzymes qui sont prêtes à travailler dès qu'on prend la première bouchée. Bah ça y est, j'ai faim. Eh bien parfait, je pense qu'on a fait le tour sur l'impact de notre microbiote et notre poids. Pour terminer, est-ce que tu aurais une chose à partager que nos auditrices doivent absolument garder en tête ?
Eh ben, je pense que c'est se faire plaisir. On a beaucoup parlé des restrictions. Je pense que c'est très important de pas être dans le contrôle total de tout, de bannir trop de choses si c'est pas nécessaire. Donc voilà, prenez plaisir à manger et puis aussi être en harmonie avec son corps, c'est-à-dire se fiche la paix, quoi. C'est-à-dire voilà, accepter aussi la personne qu'on est, quel que soit son poids. Ça permet justement peut-être d'avancer vers un chemin qui permet de prendre du poids ou de perdre du poids. Voilà, le lâcher prise, je pense, et le plaisir, c'est essentiel. Voir le poids plus comme un état de santé et de vitalité, plus que comme un objectif morphologique. Oui, tout à fait. Puisqu'on a 2 personnes, des fois de même poids, ont une morphologie complètement différente. Donc ce ne sont plus les mêmes batailles, disons. C'est vrai. Eh bien écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je te propose que l'on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de ce hors-série qui sera dédié à la question de la fertilité féminine et masculine et notre microbiote intestinal, bien sûr. Ça te va ? Ça me va très bien. Merci Alexandra. À bientôt. À bientôt. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que mon échange avec Emmanuelle t'aura fait prendre conscience de l'importance qu'a notre microbiote sur cette fameuse et célèbre question de comment je peux perdre du poids, ou encore comment faire pour ne pas grossir, sans pour autant te lancer dans des régimes abracadabrantesques. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à nous les poser à moi ou à Emmanuelle via la page Contact Naïbou. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations mentionnées par écrit dans un article disponible sur mon site internet dans la section blog et podcast. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. Aussi, tu peux retrouver mon livre Plus jamais malade, dont les stocks ont été remis à bloc, également disponible en version numérique, dans lequel je te livre un maximum de conseils et d'astuces concrètes pour adopter une alimentation plaisante, bien évidemment gourmande et vitalisante, booster ton immunité et bien entendu prendre soin de ta digestion. Bref, un livre bien complet. Je te mets le lien en description de cet épisode si tu souhaites en savoir plus. Et si le sujet du jour t'a plu, je t'invite 1. À t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de ton choix pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. 2. À rejoindre la communauté Hygiène de Vie en t'inscrivant à ma newsletter que tu trouveras sur mon site internet hygienedevie.fr avec le chiffre 2. Et 3. À le partager à une amie via les SMS, mail, WhatsApp ou encore juste grâce à ta voix et à faire une copie d'écran de l'épisode et à la mettre en story sur Instagram en me mentionnant @alexandraportailnaturo et en mentionnant le compte du podcast @hygienedevie.podcast pour me soutenir le podcast, mais également pour que je puisse te remercier et te repartager en retour. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao!